Bienvenue dans Smart Bourse, votre émission quotidienne sur Bismart pour rester à l'écoute des marchés chaque jour du lundi au vendredi. Si vous nous suivez en direct à 17h pour la grande édition sur Bismart TV, le lundi à la mi-journée entre 13h30 et 14h pour bien entamer la semaine sur les marchés. Toutes ces émissions sont évidemment à retrouver en replay chaque jour sur bismart.fr ou encore en podcast sur l'ensemble de vos plateformes préférées. Au sommaire de cette édition, le jour d'après le second tour des élections législatives en France, c'est évidemment l'événement politique du jour avec une situation de blocage parlementaire qui s'est installée, qui s'est même renforcée par rapport à la précédente Assemblée nationale de 2022. Cette situation de blocage est plutôt vue à ce stade comme un soulagement du point de vue des marchés et des investisseurs. On voit un spread qui se stabilise entre la France et l'Allemagne, entre 65 et 70 points de base pour les parties longues. Des marchés actions qui s'offrent même une petite hausse à mi-séance avec un CAC 40 qui tourne autour de 7700 points. La question étant de savoir si cette Assemblée nationale française jugée ingouvernable aujourd'hui est avant tout le signe d'un immobilisme durable ou est-ce que c'est le signe d'une instabilité peut-être qui attend la France et du point de vue des marchés, encore une fois, les actifs français. C'est une question qu'on va se poser évidemment avec nos invités et rendez-vous ce soir à 17h pour la grande édition, là aussi largement consacrée à ces résultats politiques. La dimension politique est un driver fort des marchés en ce moment, même s'il ne faut pas oublier la partie fondamentale. Nous aurons cette semaine de nouveaux chiffres économiques, notamment en provenance des États-Unis, pour éclairer la situation de la Réserve fédérale américaine. On voit un ralentissement ou un rééquilibrage de l'activité économique. Qu'en est-il de l'inflation? Ce sera le chiffre de la semaine, l'inflation américaine, qui sera publié ce jeudi, juste après le témoignage semi-annuel de Jérôme Powell, le président de la Réserve fédérale américaine, sera auditionné dès demain mardi devant les commissions bancaires et financières du Sénat, puis de la Chambre des représentants. Et puis j'ai oublié également un autre événement politique d'importance pour ceux qui s'intéressent à la sphère émergente et à la Chine, bien sûr, l'ouverture du prochain plénum, grand rendez-vous politique annuel, alors qui avait été décalé, qui aurait dû se tenir en octobre et qui a finalement été reporté à cet été et qui s'ouvrira à partir de la semaine prochaine. Qu'attendent les économistes de ce plénum chinois? Nous en parlerons avec Irina Topasseri, économiste senior, spécialiste des émergents chez AXA IM. Mais d'abord, quelques commentaires et analyses sur la situation des marchés au lendemain du second tour des élections législatives en France et plus généralement, que dire de cette dimension politique qui prend de l'importance face aux fondamentaux économiques. Alexandre Tavadzi est avec nous par téléphone, responsable CIO Office et recherche macro chez Pictet Wealth Management. Bonjour et bienvenue Alexandre. Merci beaucoup d'être avec nous au bout de la ligne. Habituellement, c'est vrai qu'il est plutôt judicieux et avisé pour un investisseur de ne pas trop tenir compte des considérations et du bruit politique dans sa prise de décision. Que dire de la situation actuelle quand on se réfère évidemment à la situation française, mais qui n'est pas une situation politique unique, puisqu'on a des enjeux politiques, j'allais dire, de part et d'autre, aussi bien en Europe que côté américain pour les prochains mois. Mais sur la situation de la France, comment est-ce que vous comprenez la manière dont les marchés notamment réagissent ce matin, Alexandre? Bonjour. En fait, on a évité un scénario des extrêmes, que ce soit l'extrême gauche ou que ce soit l'extrême droite, et c'est la raison pour laquelle les marchés se comportent de façon plutôt calme aujourd'hui. Il n'en demeure pas moins qu'on n'a pas refait la baisse du CAC 40 que nous avions eu dans le courant des semaines précédentes, à la suite du premier tour. Donc pour l'instant, les marchés sont en train de regarder, même si on a évité les scénarios les plus dommageables, je dirais, pour les marchés financiers, il n'en demeure pas moins qu'il va falloir regarder les jours prochains, qui va être nommé Premier ministre, quel sera le type de coalition qui va se mettre en route, et ça déterminera certainement l'évolution des marchés. Mais la toile de fond est la toile de fond la plus importante, que ce soit vis-à-vis de ces élections-ci ou vis-à-vis éventuellement des élections aux États-Unis, ce sera bien évidemment la situation fiscale, puisque c'est ce qui détermine en tout cas sur un plus long terme la situation des marchés. Et de ce point de vue-là, oui, situation fiscale qui veut bien dire trajectoire de finances publiques, situation budgétaire et fiscale sur le plan de l'imposition également, si je puis dire, Alexandre. Est-ce à dire que le marché va être particulièrement attentif, dans le cas français par exemple, ou dans le cas américain demain, à la capacité de la nouvelle gouvernance politique qui sera établie de prendre des décisions pour
corriger ou, j'allais dire, contenir la trajectoire des finances publiques. On parle en France d'une trajectoire de déficit public qui s'aggrave encore sur les 5 premiers mois de l'année, à fin mai, par rapport à ce qu'on pouvait observer sur les 5 premiers mois de l'année 2023, Alexandre. Oui, alors la situation de la France est complètement différente de celle des États-Unis dans la mesure où il y a une situation qui est contrainte par la Commission européenne et notamment les sanctions qui peuvent être mises en place. Donc ça veut dire que le cas français est finalement sous l'observatoire de ce qui se passe du côté européen, et c'est en cela que c'est inquiétant. Ce d'autant plus qu'à partir du mois d'octobre et de novembre, on aura les agences de notation qui vont se reposer la question de la direction de la trajectoire de la dette française, ce qui pourrait déboucher très probablement sur un abaissement de la note, surtout en direction de l'outlook. Dans la situation américaine, la situation est complètement différente puisqu'aujourd'hui on est en pleine situation électorale. Il n'y a aucune volonté ni du côté des démocrates ni des côtés des républicains de réduire en quoi que ce soit la dette. Et vous n'avez pas de situation de contrôle par une autre entité. Donc la dette américaine peut continuer à se dégrader jusqu'à ce qu'effectivement les marchés prennent note et commencent à sanctionner. Mais dans le cas français, on a 2 échéances absolument clés. C'est la première discussion à partir du mois de septembre du budget 2025, donc ça sera vraiment à l'Assemblée nationale française d'en décider, et ensuite suivra la décision des agences de notation qui sera plus tard dans l'année. Et ces garde-fous paraissent solides pour le cas français en l'occurrence, Alexandre, que ce soit les nouvelles règles budgétaires remises en place en Europe, que ce soit le garde-fou disciplinaire que peuvent être les marchés également, et dans les marchés j'inclus les agences de notation également, au regard du paysage politique français tel qu'il s'est dessiné hier soir, Alexandre, est-ce que ces garde-fous sont sérieux et solides du point de vue des investisseurs ? Du côté des marchés, il y a un impact important dans la mesure où plus de 50% de la dette française est détenue par des mains étrangères. Et donc la notation de la dette française va être un des paramètres très très importants pour ces détenteurs étrangers, étant bien entendu que historiquement on avait toujours une prime de rendement par rapport à la dette allemande et on estimait que le risque était à peu près le même. Si l'on devait avoir un changement dans la notation française par les agences de notation, on a de toute façon un petit spread aujourd'hui, on a un écart de 60 à 70 points de base, mais cette notion de risque va probablement changer. Donc ce qu'il faudra mesurer ensuite, c'est la décision des détenteurs étrangers de dette française, si effectivement ils décident de garder toujours cette dette en portefeuille. Et c'est en cela finalement que la situation française peut devenir inquiétante éventuellement si on continue à avoir un dérapage ou une trajectoire de la dette qui va dans la mauvaise direction, parce qu'encore une fois, la France et la dette française est détenue en majorité par des détenteurs qui sont non français. Et donc leur prise de décision va dépendre probablement des agences de notation. Il y a la politique et les fondamentaux macroéconomiques. À ce titre, Alexandre, comment est-ce que vous regardez la dernière séquence de données américaines, notamment publiées la semaine dernière? On a eu des enquêtes ISM, par exemple, ou encore des chiffres d'emploi qui semblent montrer que les surprises économiques sont un peu moins positives désormais aux États-Unis. Est-ce qu'on est toujours dans le cadre de ce que la Fed appelle un rééquilibrage souhaitable de l'économie américaine et des tensions qui ont pu apparaître dans l'économie américaine en matière d'offres et de demandes? Ou est-ce qu'on est proche de quelque chose qui déborderait vers un refroidissement non souhaité ou inattendu qui pourrait forcer la Réserve fédérale américaine à agir peut-être différemment? Non, pour l'instant, nous sommes en ralentissement ordonné. Donc, c'est un ralentissement qui a été voulu. On se rend compte que finalement, la politique monétaire a un impact également sur l'économie aux États-Unis. Le point le plus important, c'est peut-être de noter que le marché du travail s'est maintenant normalisé. C'est-à-dire que si on regarde la création d'emplois par rapport à l'activité économique, on revient à la situation qui prévalait pré-situation du Covid. Ça veut dire qu'à partir de maintenant, les prochains signes de ralentissement économique vont également se traduire par une moins grande création d'emplois, non seulement par une moins grande embauche, mais c'est-à-dire que les entreprises vont certainement commencer à réagir en réduisant probablement leurs coûts. Donc ça veut dire qu'on est exactement en ligne avec ce qui a été voulu par la Réserve fédérale. Ça ouvre certainement le chemin pour avoir une baisse des taux d'intérêt. Nous avons la première baisse des taux d'intérêt dans nos prévisions pour le mois de septembre de cette année. Ce qu'il reste encore à voir, c'est effectivement des chiffres d'inflation qui baissent, mais on aura des chiffres cette semaine. Mais donc encore une fois, de façon générale et globale aux États-Unis, on a un ralentissement qui ne conduit pas à un scénario de ralentissement marqué et rapide, mais c'est un ralentissement qui est bienvenu dans la vue de la Réserve fédérale. Du point de vue de la fonction de réaction des banques centrales et de la Fed en premier lieu, est-ce que ça veut dire peut-être
peut-être que les banquiers centraux sont prêts à attacher un peu plus d'importance aux prévisions, à l'outlook, à leurs propres projections, plutôt qu'une stricte dépendance à chaque point de données, Alexandre. Est-ce que de ce point de vue-là, les choses évoluent un peu ? Non, c'est peu probable parce que finalement, les banques centrales font face aux mêmes problèmes que l'ensemble du marché, c'est-à-dire que les 2 dernières années étaient tellement particulières que les prévisions étaient particulièrement difficiles à faire et surtout à respecter. On a vu des paramètres économiques qui étaient très en deçà ou très en dehors de ce qui avait été prévu précédemment. Donc il est très probable que ce soit du côté de la Banque centrale européenne, mais également de la Réserve fédérale, que l'évolution de leur prise de décision va dépendre essentiellement des chiffres qui vont être publiés, étant bien entendu qu'aucune des banques centrales ne veut baisser les taux d'intérêt trop rapidement au risque ensuite de relancer la conjoncture. Et dans cette optique-là, la Réserve fédérale va très fortement dépendre des prochains chiffres d'inflation. Est-ce que ce ralentissement de l'activité économique aux États-Unis, tout ordonné qu'il soit, Alexandre, peut faire peser un risque sur le marché, notamment le marché boursier, par exemple, américain, qui reste au firmament avec un niveau de volatilité toujours extrêmement bas? En réalité, c'est déjà le cas parce qu'on se focalise toujours sur l'indice américain des actions représenté par le S&P 500. Mais le mois passé, vous avez une performance positive du S&P 500. Si vous regardez les autres indices qui dépendent moins de certaines très très grandes capitalisations, le marché était déjà en baisse. Donc en fait, si l'on regarde au-delà des fameux titres de la technologie que tout le monde mentionne, en sous-jacent, ce que l'on voit, c'est déjà des paramètres dans les marchés qui font état d'un ralentissement marqué de la conjoncture. Le Russell 2000, qui est un indice fortement représenté par des petites et moyennes capitalisations, le S&P 600, qui mesure essentiellement la performance des moyennes capitalisations, sont déjà en phase baissière avec de moins en moins grande participation au phénomène de hausse du marché. Donc ça veut dire qu'en sous-jacent, le marché est déjà en train de nous indiquer qu'on nous sommes dans une phase de ralentissement économique. C'est la raison pour laquelle ces indices-là n'ont pas bien performé la semaine passée, malgré la baisse des taux d'intérêt que l'on a enregistré sur les obligations de 10 ans de l'État américain. Merci beaucoup Alexandre. Merci pour votre éclairage et votre analyse sur la situation de marché avec cette dimension politique, mais également des fondamentaux qui sont importants à prendre en compte. Et vous le disiez, à ce titre, après l'emploi américain, nous aurons la prochaine marque d'inflation aux États-Unis, l'indice des prix à la consommation qui sera publié ce jeudi, sans oublier le témoignage semi-annuel de Jérôme Powell devant les différentes commissions du Sénat et de la Chambre des représentants pour éclairer peut-être la marche à suivre en matière de politique monétaire du côté de la Fed pour les prochains mois. Alexandre Tavasi, responsable CIO Office et recherche macro chez Pictet Wealth Management, qui était avec nous à distance. Changeons d'univers à présent pour s'intéresser à la sphère émergente avec l'économiste spécialiste des émergents chez AXA IM, Irina Topasseri, qui est à mes côtés en plateau. Bonjour Irina. Bonjour. Bienvenue. Le prochain événement d'importance dans la sphère émergente et qui concerne la Chine, je le disais en introduction, c'est l'ouverture du 3e plénum la semaine prochaine, je crois, à partir du 15 juillet. Donc un grand rendez-vous politique global qui aurait dû avoir lieu en octobre, qui a été reporté à partir du 15 juillet en tant qu'économiste. Qu'attendez-vous de ce rendez-vous annuel en Chine sur le plan notamment des politiques économiques justement? Oui, c'est le cadre particulier que la Chine s'offre pour poser plutôt des jalons de long terme. Donc c'est pas nécessairement quelque chose qui va avoir un impact conjoncturel, mais c'est intéressant parce que la Chine a le temps de ses cycles, donc il prend son temps, elle peut prendre son temps, donc elle peut regarder plus loin. Alors le fait d'avoir décalé cette réunion majeure a peut-être allumer un petit peu d'espoir qu'il y aurait des grandes annonces, etc. Sauf que il n'y a rien, absolument rien qui puisse laisser croire cela, parce qu'il n'y a rien dans le débat public actuel en Chine qui laisse entrevoir une réelle prise de décision à venir. Et je pense que là où on les attend, en tout cas, en ligne avec ceux qu'ils ont annoncés, et là encore, ils peuvent faire des annonces et ils peuvent les suivre. Ça a été cette nouvelle vision à ce que l'économie chinoise ne soit plus une économie drivée par les exportations, mais bien qu'elle devrait commencer à regarder vers la demande intérieure. Et là, elle a de quoi développer, parce que c'est quand même une énorme économie, donc elle pourrait. Des économies de cette taille-là, en général, ce sont des économies fermées. Il n'y a que la Chine qui a fait ce tremplin extraordinaire vers l'exportation. On cherche la dualité, c'est ça, comme ils disent. Mais oui, l'aspect dual. Exactement, bah oui. Et donc, du coup,
on aurait pu imaginer qu'on commence à avoir, justement, qui se donnent les moyens de parvenir à leur but. Et là, on n'a jamais entendu dans le débat public ou dans les phrases de Xi Jinping, qui sont à souligner, parce que souvent les mots-clés sont là, et on n'a jamais entendu, parce qu'en fait la clé de la réponse de leur changement de système, ou en tout cas bascule qui se fera dans le temps, c'est de développer un maillon de sécurité sociale qui permettra aux ménages chinois de dépenser, parce que c'est ça la demande domestique, c'est la demande intérieure qui demande de dépenses. Et c'est le sujet depuis 20 ans au moins. Exactement. Et l'entrée de la Chine dans l'OMC. Voilà, et en fait cela ne s'est pas passé. Les Chinois sont toujours très prudents, très peureux. Épargne un maximum. Épargne au maximum, donc à juste titre, puisqu'ils n'ont pas de chômage, ils n'ont pas de retraite, effectivement. Leur système de protection sociale est très faible, et c'est là où devrait venir justement ce troisième plénum répondre à quelque chose. Mais on a très peu de sensations que cela se fera à ce plénum. Et vous expliquez ça comment à ce stade? Il y a une forme d'incapacité à mettre en place ce safety net, ce filet de sécurité que tout le monde attend depuis 20 ans. C'est trop complexe à l'échelle du pays. Il y a un manque de volonté de le faire. Souvent, quand on parle avec les spécialistes en Chine, bien sûr, il y en a certains qui pensent que en fait, c'est vraiment une prise de conscience qui n'a pas été faite en fait. Hein. Donc ça veut dire que ça prendra un certain temps peut-être possible. Il y a encore un stade de déni à dépasser peut-être. Oui, et on l'a senti aussi durant le Covid. Ils sont pas prêts ils sont idéologiquement peut-être pas prêts à penser que soutenir le petit consommateur est quelque chose qui crée de la valeur en fait. Et donc, à ce titre, pour changer justement la structure économique, ils ont beaucoup de mal à mettre en place ça. Ça devrait venir. Et enfin, les voix sont audibles. Nous, il y a beaucoup d'intervenants, économistes et autres, le FMI, etc. Tout le monde en parle. Donc, ils sont au courant et pourtant, ils ont encore la main pas encore sur le bouton. Voilà, donc ça prendra son temps probablement. Bon. Un plénum que les spécialistes suivront. En attendant, il y a aussi des sujets de terrain peut-être un peu plus pragmatiques. Alors, au-delà de la situation française, il y a quand même un nouveau Parlement, un nouvel exécutif européen qui va voir le jour dans les prochains mois. La nouvelle commission sera en place début novembre, Irina. Dans un contexte, on a bien senti que l'UE avait un peu pivoté sur l'idée d'un libre-échange parfait partout dans le monde. Mais d'une perspective chinoise, justement, qu'est-ce que ça veut dire d'avoir une économie américaine fermée aux produits chinois? Je crois qu'il n'y a pas de doute, quelle que soit la prochaine gouvernance politique américaine à l'issue des élections. En Europe, c'était peut-être un peu moins dans les radars, et visiblement, il y a quand même quelque chose qui se passe de ce point de vue-là. Est-ce qu'il y a un chemin quand même pour que l'Union européenne et la Chine restent des partenaires commerciaux dans l'idée d'un rééquilibrage, peut-être, ou est-ce qu'il y a quelque chose d'un peu plus conflictuel qui peut se mettre en place? Alors c'est sûr que le changement d'attitude de l'Union européenne est majeur, parce qu'effectivement, nous avons été souvent en Europe les derniers porteurs des valeurs du libre-échange. C'est bien dit. Donc il y a un vrai changement là-dessus qui est assez un fortuite pour la Chine en termes de timing, parce qu'on disait ils ont besoin donc de développer leur économie locale, demande domestique, et en même temps, comment la financer si on leur coupe le bras, qui est aujourd'hui essentiellement à l'exportation. Donc ça, c'est pas très bien dans le séquençage des événements, je trouve, pour la Chine, et ils sont très conscients de ça. Je pense que néanmoins qu'on peut quand même encore négocier avec l'Union européenne, ça c'est la bonne chose. Et je pense que de manière, vu du côté chinois... On n'est pas au niveau de conflictualité qu'ont les États-Unis avec la Chine aujourd'hui. Je pense pas. Et d'ailleurs, du côté chinois, quand ils regardent ce qu'on a imposé en termes de tarifs douaniers, par exemple, sur le véhicule électrique, ça ne fait pas trop mal tant que ça. Bien sûr que ça fait mal, c'est tout ce qui est pris aux marges des entreprises exportatrices chinoises, mais il faut savoir que les marges sur le marché local n'existent pas. Oui. Et donc, c'est toujours intéressant d'exporter. Alors, j'avais regardé l'année dernière sur 10 millions de véhicules électriques en Chine produits, 1,2 million étaient exportés. Donc, c'est encore pas beaucoup. Hein. Il y a une énorme demande rapporté à la production chinoise. Et une demande domestique énorme. Leur objectif, c'est de tripler l'exportation à horizon 2027. Donc, ça vient un petit peu en contrepoids, mais
à ce prix-là, je pense qu'il y a encore moyen de faire business avec l'Union européenne, et ce n'est pas gênant. Après, je pense qu'ils ont d'autres moyens de contourner. Alors, je ne sais pas si ça s'appelle contourner, peut-être le mot est fort, mais on voit les Chinois discuter avec pas que en Europe, mais en Europe, par exemple, avec la Hongrie, venir se positionner. Donc, c'est plutôt sur les IDE, donc des investissements directs étrangers, produire à l'intérieur de l'Union, et ils peuvent bypasser en quelque sorte cela. Et on a vu l'Europe. L'Europe a du mal aussi à taxer trop, parce qu'on a nous-mêmes nos propres producteurs qui sont implantés en Chine et qui réexportent vers l'Union européenne. Et là aussi, on ne peut pas. Donc, donc en Europe, c'est toujours un peu plus mitigé, on discute un peu plus. Et je pense que les Chinois aussi, ce qu'ils ont comme fort argument de leur côté, c'est quand même la politique européenne qui va interdire le moteur thermique à horizon. Ouais. Et les Chinois ont la capacité de production qui est énorme et déployable très rapidement. Ouais. Donc on reste quand même dans un chemin qui permet cette relation commerciale entre l'Union européenne et les États-Unis. Intéressant à propos d'ailleurs de ces relations commerciales, on a souvent l'idée alors conflictuelle Chine-États-Unis, rééquilibrage peut-être entre l'Europe et la Chine, mais intéressant de voir aussi ce qui se passe du point de vue de pays émergents majeurs vis-à-vis du partenaire chinois. Et j'en veux pour preuve toute une série d'exemples, à commencer par celui de l'Indonésie, qui veut mettre des tarifs de 100 à 200% sur certains produits chinois importés pour laisser vivre aussi son industrie locale. On parle d'un pays qui est quand même, j'imagine, sous perfusion, en tout cas inondé d'investissements directs chinois. Donc, quand on annonce ce genre de mesures, j'imagine qu'il faut bien faire attention là où on met les pieds, Irina. Oui, c'est vrai. Alors, si je termine... Et il n'y a pas que l'Indonésie. En Amérique latine aussi, on voit des pays qui commencent à monter les tarifs vis-à-vis des produits chinois. Ce n'est pas le cas de l'Indonésie, et je reviendrai dans un instant. Mais c'est vrai que... On a vu, les Chinois ils voient très bien qu'aux États-Unis, aux États-Unis déjà, ils n'exportaient pas beaucoup de véhicules électriques, par exemple. L'Europe, c'était leur terrain choisi. Oui. Bon, ils voient qu'ils sont tendus là-dessus, mais ils n'ont pas attendu ça. Ils ont commencé déjà à vendre un petit peu aussi dans les pays émergents. Et dès qu'ils arrivent, ils sont gros. Enfin, assez vite, ils noient un peu les producteurs locaux. Et donc, par exemple, sur le véhicule électrique, je pense notamment à la Turquie qui lance, le président Erdogan lance son modèle phare. Enfin, il y a un seul, le premier modèle turc de véhicule électrique. Et lui, tout de suite, il a dit on va mettre un arrêt à la frontière. Et il comprend très bien pourquoi, parce qu'il a bien vu comment ça se passe. Quand ils arrivent, c'est trop vite. Pour la Turquie, pour l'exemple turc, par exemple, 10% des ventes aujourd'hui en Turquie sont des véhicules chinois. Pas que électriques, mais ils sont déjà très bien implantés. Alors, taxer le véhicule, je ne sais plus, je crois qu'eux, ils veulent taxer à 40% les véhicules chinois. Donc bon, ça va freiner quand même un petit peu, mais je pense que ça a donné de l'air. Surtout ce que ça a affecté le véhicule chinois, parce qu'il est très peu cher, ça affecte le marché secondaire, le marché d'occasion. Le marché d'occasion, entre un véhicule neuf, pas cher, chinois, et un véhicule européen de deuxième main... Il va être très bien équipé, votre véhicule chinois, en fait, mine de rien. Donc, en fait, il y a d'autres canaux de solutions. Par contre, l'Indonésie, c'est pas encore ça. Alors, l'Indonésie a aussi une idée... C'est très... Malgré le changement politique, il n'y a pas de changement de vision, en fait, de long terme en Indonésie. L'Indonésie reparle aussi de réindustrialisation, production locale, etc. Cela dit, les taxes auxquelles tu fais allusion... taxe particulièrement 4 types de produits, c'est le textile, les chaussures sport, les jouets, et j'ai oublié le 4e, mais c'est des produits céramiques. Les produits céramiques, voilà. Oui, j'ai vu ça. Donc bon, c'est une énorme taxe, 100 à 200%, mais alors il faut dire que tous ces 4 produits ensemble ne font que 7% des exportations. Donc c'est très ciblé. Oui, c'est très ciblé, et en fait, donc du coup, ils ne se fâchent pas entre eux. Tout ça, c'est... D'accord. Voilà, ils veulent que leurs producteurs locaux sur ces produits-là sont des petites SME, donc il faut des PME, pardon. Donc il faut les aider. Donc voilà, ils font un petit peu ça. Mais quand même, la Chine reste le premier importateur et le premier exportateur. Une rupture du contrat dans la relation entre la Chine et l'Indonésie. Donc en fait, il faut les voir cas par cas, mais quand même tout le monde... Enfin, il y a un réveil quand même des nouvelles règles du commerce mondial. Les barrières vis-à-vis des produits chinois montent partout dans le monde, y compris dans des pays partenaires dans la sphère émergente. Chine-Inde, comment vous voyez le match du siècle, si je puis dire. Est-ce qu'il n'y a pas un géant de trop là, dans la sphère émergente et au sein du Sud global? Donc Modi a été réélu, repart pour un tour. La Chine, comme vous disiez, a le temps de ses réformes et de son agenda. Et partir d'autres, Mais on sent quand même que là, il y a 2 superpuissances in the making dans la sphère émergente et du Sud global, et qu'il n'y aura peut-être pas de place pour les deux. Je pense que c'est difficile d'avoir 2 colosses. Si on pense à la Chine, je pense que c'est absolument non duplicable, ce qu'on a vu en Chine. Le modèle chinois était
unique en son genre. Alors effectivement, il est un peu dupliqué au niveau des petits pays autour d'elle, mais grâce à la Chine qui a tiré en fait ça. Mais c'est difficile de faire comme eux, parce que d'abord, le système de prise de décision n'est pas le même. Donc je pense que structurellement parlant, on ne peut pas le faire. Et c'est pour ça que les Indiens sont allés sur les services. Ouais. Et ça a marché très bien, parce qu'ils sont les premiers exportateurs de services financiers, services compta, etc. On connaît IT, et bon, ça marche très bien. Modi parle effectivement de Make in India. Donc lui aussi, il veut la même chose. En fait, tout le monde dit la même chose. C'est ça qui est inquiétant, parce que pas tout le monde peut le faire. Donc lui aussi, il veut industrialiser, ou en tout cas permettre aux étrangers aussi de venir. Je pense qu'il y a des discussions sur certains producteurs de téléphones portables à s'implanter. Mais ça ne change pas beaucoup, parce qu'une ou deux entreprises à la taille de l'Inde ne changent pas beaucoup. Ça changeait beaucoup au départ de l'histoire vietnamienne, parce que quand on est très petit, effectivement, il suffit de deux grands... Partant de zéro sur un petit niveau. Mais là, sur l'Inde, ce n'est pas tout à fait le cas. Donc ça, c'est, je pense, peu probable que ça puisse faire la même répercussion. Et après, j'ai l'impression que les velléités de Modi ne sont pas les mêmes non plus. En fait, il prend lui aussi des décisions d'ailleurs protectrices. Lui aussi, il est assez protecteur. Mais c'est plutôt une protection de l'Inde plus que vouloir une certaine hégémonie ou une certaine qu'il irradie un peu sur des zones. Je pense qu'il est moins intéressé là-dessus. Et d'ailleurs, son mandat, il est aussi quand même légèrement moins fort. Donc je pense qu'il fera très attention à rendre ce qu'il faut sur le plan local. Plus qu'un focus extérieur. Donc non, ça ne sera pas la Chine. Mais ça n'empêche que ça sera il a quand même une belle histoire devant lui sur plusieurs années, avec des grands enjeux. Mais ça sera pour dans tous les décennies qui suivent. Il aura bien sûr, les objectifs 2030, 50, etc. Voilà. Mais ça veut dire que l'Inde, par exemple, vis-à-vis de l'Union européenne, vis-à-vis du monde occidental, reste un pays un peu... entre deux de ce point de vue-là, mais je pense Irina, qu'il reste entre deux par rapport à d'autres aussi, comme la Russie et autres. Voilà. Donc, effectivement. Oui. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de ces pays émergents qui ne peuvent pas se permettre de prendre part. Donc, quand on parle du South, du Global South, voilà, oui, c'est ça. Donc, il y a quand même des pays qui font la liaison entre ces deux univers. Oui, donc c'est très, très difficile. On voit qu'il y a un peu... On ne peut pas être aussi... catégorique. On ne peut pas trancher si facilement. Et c'est le cas d'ailleurs de la Chine, qui ne tranche pas tant que ça non plus, qui reste aussi... Je veux dire, tout le monde reste un petit peu, la Turquie aussi, qui joue un nombre de multiples rôles. Je pense que c'est beaucoup plus difficile quand même. Et si le Global South ne se réunit pas ensemble pour faire vraiment un front aux pays développés, c'est pas le cas quand même aujourd'hui. Et fort heureusement, parce que ça serait encore à revenir dans des situations qu'on a connues par le passé qui sont pas quand même réjouissantes. Donc je pense, voilà, il y a moyen, mais ils sont quand même assez opportunistes parce que leur situation les oblige aussi. Merci beaucoup Irina pour ce tour d'horizon des enjeux des pays émergents, des grands pays émergents. On aura commencé évidemment avec la Chine et son plénum qui s'ouvrira la semaine prochaine. Irina Topasseri, économiste émergent chez AXA IM, qui était avec nous, l'invité de Smart Bourse à la mi-journée sur Bismart.